De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Cette vidéo va être une de celles où je lis de longs extraits de livres. De très longs extraits de livres. Donc, si ça ne vous plaît pas, vous avez été averti d'avance. Je sais que ces vidéos ne plaisent pas à tout le monde. Elles ne sont pas très populaires. Mais ça m'est égal parce que un de mes dictons, c'est si ça ne peut aider qu'une seule personne, ça en vaut la peine. Et moi, ce genre d'information, le genre d'information qu'on va absorber dans cette vidéo, m'aidait énormément. Je dirais même que ça a été crucial, essentiel dans mon processus. Maintenant, j'aimerais ajouter ceci. Selon ma compréhension actuelle, ce n'est pas crucial et essentiel pour tout le monde. Il y a des gens comme Raylan Eagle qui nous disent que elle a réussi à éliminer ses symptômes sans faire l'acquisition de ce genre de connaissances. Ce qu'on pourrait appeler dans ce cas-ci de la neuroscience moderne. Donc, ce n'est pas crucial et essentiel pour tout le monde. Et même, elle, ce qu'elle dit, c'est que certaines personnes se perdent dans la roue de hamster de la connaissance. Ils veulent toujours acquérir plus de connaissances, mais c'est une forme d'évitement parce qu'ils n'appliquent pas les concepts. Donc, c'est les deux. Il faut s'exposer, acquérir la connaissance, selon moi, c'est important, et appliquer aussi, les deux. Et là, on applique, on absorbe plus de connaissances, on absorbe plus de connaissances, on applique. C'est une danse. On va explorer le thème de la danse dans cette vidéo. Donc, peut-être que ce n'est pas crucial pour tout le monde. Moi, je crois que ça a été crucial pour moi. Et que même si ce n'était pas le cas, ce dont je suis sûr, c'est que ça a grandement accéléré le processus. Faire l'acquisition de ce genre de connaissances. Maintenant que je repense à tout cela, je crois qu'une autre raison pour laquelle c'est allé vite pour moi, c'est que j'avais déjà absorbé ce genre de connaissances dans mon passé. J'ai toujours été curieux, j'ai toujours essayé de lire, de regarder des documentaires. J'ai toujours voulu savoir un petit peu de tout plutôt que tout d'un petit peu. J'ai toujours été curieux, j'ai toujours essayé de m'intéresser à tous les sujets. Donc, j'avais déjà une vague connaissance de tout ça et je crois que ça a grandement accéléré mon processus. Dans cette vidéo, nous allons explorer principalement le thème des membres fantômes, plus précisément, évidemment, des douleurs dans les membres fantômes. C'est un thème qui revient souvent dans le reconditionnement de la douleur. Les gens vont dire « Pensez à quelqu'un qui a mal à un pied qui n'existe plus. » C'est une image forte. Je les peux explorer. Lorsque je parle de ces choses aux gens, je réalise que la plupart des gens, peut-être même tout le monde à qui j'ai parlé, connaissent l'effet placebo. Mais très peu de gens connaissent l'effet nocebo. C'est important de connaître les deux, de peindre le portrait complet. C'est la même chose avec les membres fantômes. La plupart des gens, je crois même tout le monde, presque tout le monde à qui j'ai parlé, savent c'est quoi une douleur dans un membre fantôme. Mais très peu de gens connaissent le contraire d'un membre fantôme. Qu'est-ce que le contraire d'un membre fantôme? Nous allons l'explorer dans cette vidéo. C'est important pour peindre le portrait complet. Ça va vous donner des nouveaux repères, des nouvelles idées. Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aborder ce sujet? Relativement récemment, j'étais dans un groupe de gens en douleur chronique. Et là, j'ai fait la proposition suivante, l'affirmation suivante. Votre douleur est une hallucination. Et là, ça n'a pas bien passé. Les gens ont fait « ouf », plusieurs personnes ont fait « ouf ». Non, je ne peux pas accepter cette affirmation que ma douleur est une hallucination. Et là, je me suis mis à réfléchir. Pourquoi ont-ils de la difficulté à accepter cette affirmation? Et pourquoi moi, je n'ai pas eu de difficulté à accepter cette affirmation? Ma douleur était une hallucination. Lorsque les gens commencent à comprendre le concept de la douleur neuroplastique, ils ont de moins en moins de difficulté à accepter l'affirmation « la douleur neuroplastique est une hallucination ». Là où les gens bloquent, c'est vraiment lorsqu'on essaie de pousser le concept un peu plus loin et là de dire « même la douleur structurelle
est une hallucination. Et là, lorsqu'on essaie de pousser les choses encore un peu plus loin, on pourrait dire peut-être même que toute notre perception de la réalité est une hallucination contrôlée, une hallucination utile. Et là, peut-être qu'il y a des gens qui ne seront pas capables de nous suivre aussi loin. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais déjà accepté cette proposition. Et donc, lorsqu'on part de cette prémisse, que toute notre perception de la réalité est une hallucination, ce n'est pas difficile, ou c'est beaucoup moins difficile d'accepter l'idée que la douleur est une hallucination. La douleur neuroplastique, oui, ça j'espère que vous avez pas ou peu ou de moins en moins de difficultés avec ce concept, mais même la douleur structurelle, même la douleur structurelle, et l'idée, le concept des membres fantômes peut nous aider à comprendre cela. Lorsqu'on se coupe la jambe, lorsque notre jambe est amputée, on peut avoir mal à un pied qui n'existe plus. Et là, est-ce que quelqu'un, en toute bonne foi, pourrait faire l'affirmation que cette douleur n'est pas une hallucination? C'est clairement une hallucination. Il n'y a pas de pied et la personne a mal au pied. C'est une hallucination. La douleur neuroplastique aussi, mais la douleur structurelle aussi. Lorsqu'on se casse le pied, ce que le cerveau fait, c'est la même chose que, dans un sens, avec le membre fantôme, il projette la douleur sur l'image fantôme qu'il a du corps. Votre cerveau a une image fantôme de votre corps. Il la projette, il la superpose sur votre vrai corps. Et là, lorsque la cheville est cassée, ce qu'il fait, c'est qu'il produit l'hallucination de la douleur dans le pied à la bonne intensité et pour la bonne durée de temps pour que vous ne piliez pas sur la cheville, sur le pied pendant qu'il est cassé. Et là, c'est ce qu'on pourrait appeler, ça c'est quand le cerveau fonctionne bien, c'est ce qu'on pourrait appeler une bonne hallucination, une hallucination utile. Mais c'est une hallucination. Et donc, réfléchissez à tout cela pendant qu'on lit les extraits des livres. Votre cerveau superpose un fantôme sur votre vrai corps. Et lorsqu'on a mal à un pied qui n'existe plus, c'est la même chose qu'avoir mal à une cheville cassée. C'est juste que dans un cas, l'hallucination est utile et bénéfique. Mais c'est une hallucination. Même la douleur structurelle. Et là, aller au-delà de ça et dire toute notre perception de la réalité est une hallucination. Je ne sais pas si vous allez être capable de me suivre, mais ça peut aider. Si on part de cette prémisse, plus aucun problème. Là, je regarde le ciel en ce moment. Je ne sais pas si ça va vous choquer. Peut-être que je vais vous l'apprendre pour la première fois, mais le ciel n'est pas bleu. Le ciel n'est pas bleu? Non, le ciel n'est pas bleu. C'est une hallucination. Il y a des gens qui ne le voient pas comme étant bleu. Il y a des animaux qui ne le voient pas comme étant bleu. Il y a des animaux qui ne se servent même pas de la vision pour s'orienter dans l'univers. C'est une hallucination. Si on prend un arc-en-ciel, il n'y a pas de couleur dans l'arc-en-ciel, c'est vraiment un continuum. Mais étant donné que vous avez appris les concepts de certaines couleurs, votre cerveau vous le sépare en bandes. Et là, dépendamment de la culture dans laquelle on est né, on peut voir différentes couleurs dans l'arc-en-ciel. Donc, le fait qu'on a tous à peu près le même système nerveux, on a des systèmes nerveux relativement similaires, et qu'on a le langage, on a tous été endoctrinés dans certaines cultures, fait en sorte qu'on est capable de trouver de larges terrains d'entente pour pouvoir dire une affirmation telle que « le ciel est bleu ». Et là, beaucoup de gens vont être d'accord avec vous. Mais c'est une illusion, c'est une hallucination. Et donc, nous allons explorer ce phénomène
Nous allons explorer les membres fantômes à travers un livre de Oliver Sacks qui s'appelle en anglais Hallucinations. Je vais vous faire la traduction, hallucination. Moi, j'avais déjà lu ce livre de par le passé. Et donc, ce genre de truc m'a grandement aidé dans mon reconditionnement de la douleur. En français, le livre s'intitule L'odeur du si bémol, l'univers des hallucinations. Donc, je ne sais pas pourquoi ils ont changé le titre en français. Je voulais commencer par explorer le titre en français. Une riche synesthésie se manifesta lorsque les effets s'intensifièrent. Advint alors une fusion de tous les sens, ainsi que de la sensation et des concepts. Les échanges intersensoriels sont fréquents et étonnants, souligne Breslau. On connaît l'odeur d'un si bémol grave, le son du vert, ça c'est la couleur vert, le goût de l'impératif catégorique, qui ressemble à celui du veau. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Là, on a la description de quelqu'un qui vient d'ingérer des substances hallucinogènes, des psychédéliques, et qui est en train d'halluciner. Donc, ça, j'essaie d'en parler de moins en moins, mais je voulais quand même le mentionner dans l'introduction parce que c'est quand même assez important dans le livre. Moi, j'ai ingéré des substances hallucinogènes et j'ai déjà, en effet, oui, senti l'odeur d'un si bémol grave. Mais je ne crois pas que c'était la même que lui, que Breslau. C'est subjectif. Et donc, ces substances peuvent nous donner l'expérience de la synesthésie. Et là, plus loin dans le livre, il nous dit « De telles coalescences ou associations sont des créations momentanées. Elles diffèrent tout à fait de la vraie synesthésie, disposition congénitale qui permet d'établir des équivalences sensorielles immuables jusqu'à la fin de ses jours. » Donc, il y a des gens qui ont la synesthésie constante. Et lorsqu'on ingère certaines substances, on peut en faire l'expérience brièvement. La synesthésie. Et ça, c'est très important dans la pensée de Oliver Sacks, faire des liens entre les sens. Et lorsque je repense à mon processus, ça a été crucial, faire des parallèles, des analogies, des métaphores entre les sens pour essayer de comprendre la douleur à travers des métaphores visuelles, par exemple. Donc, je voulais explorer le titre français pour commencer. Et là, nous n'allons pas parler des psychédéliques dans cette vidéo. Mais les psychédéliques peuvent grandement nous aider à réaliser qu'en effet, oui, toute notre perception de la réalité est une hallucination. Et donc, nécessairement, la douleur. C'est ce qu'on ressent tous les jours, on pourrait appeler ça, oui, une hallucination contrôlée. Et là, nous allons lire à propos d'hallucinations hors de contrôle. Donc, voici la section du livre Hallucinations d'Oliver Sacks sur les membres fantômes. Méditez là-dessus, il y a beaucoup de concepts très importants, selon moi, dans cet extrait. Donc, commençons. Après que Mitchell eut attiré l'attention sur ce phénomène, d'autres neurologues ainsi que des psychologues entreprirent d'étudier les membres fantômes. Parmi ces derniers figura William James, qui envoya un questionnaire à 800 amputés qu'il contacta par l'entremise des meilleurs fabricants de prothèses. Il reçut ainsi près de 200 réponses, en plus du petit nombre de renseignements qu'il avait tirés d'entrevues personnelles. Ne soignant pas comme Mitchell des amputés de la guerre de sécession et ayant donc la possibilité d'observer autre chose que des membres fantômes si récents qu'il n'avait pas eu le temps d'évoluer, James put enquêter sur une population beaucoup plus diverse. Un homme âgé de 70 ans avait été amputé de la cuisse à 13 ans, par exemple. Échantillon beaucoup plus propice à la description des changements que les membres fantômes subissent au fil des ans ou des décennies.
Il dépeignit minutieusement ces données dans son article de 1888 intitulé « La conscience des membres perdus ». Il s'intéressa surtout à la tendance courante à raccourcir ou à disparaître avec le temps que des fantômes, initialement vivaces et mobiles, finissaient par présenter. Cette évolution le surprit encore plus que la présence des fantômes, laquelle, estimait-il, n'était que la conséquence prévisible de l'activité persistante des aires cérébrales, où la sensation et le mouvement du monde perdu étaient représentés. Donc pour lui, ce n'est pas surprenant, parce qu'il comprenait déjà les concepts de base. L'esprit populaire s'étonne qu'on puisse encore sentir ses pieds coupés. Pour nous, nous sommes étonnés dans le cas où l'on ne les sent pas. Écrivit-il à ce propos. Il constata donc que, contrairement aux fantômes de jambes ou de bras, les fantômes de mains disparaissaient rarement. On sait de nos jours qu'il en va de la sorte parce que la représentation cérébrale des doigts et des mains est particulièrement étendue. Et là, ça vaut la peine de commenter sur ce phénomène. Dans notre cerveau, nous avons une représentation de notre corps, mais cette représentation n'est pas proportionnelle à l'image que vous voyez dans le miroir. Ça fait du sens lorsqu'on y pense. Nos doigts, par exemple, dont on se sert beaucoup plus que d'autres parties, sont plus gros. Et là, dans certains livres, ils vont vous montrer des dessins de l'image qu'on a dans notre corps, dans notre cerveau. Et c'est un dessin un peu psychédélique, justement. C'est un bonhomme avec des grosses mains et des grosses lèvres, parce que c'est important. On reçoit beaucoup d'informations de nos mains et de nos lèvres, mais l'arrière de notre genou, par exemple, occupe beaucoup moins de place. C'est moins important, l'arrière du genou. Donc, l'image qu'on a de notre corps, dans notre cerveau, n'est pas l'image qu'on a dans le miroir. C'est disproportionné, dépendamment de à quel point on se sert d'une zone. Donc ça, c'est important à comprendre et ça va revenir plus tard. Gardez ça en tête. Sans omettre de noter en même temps que la disparition du bras intermédiaire pouvait faire éprouver la sensation qu'une main fantôme conservée poussait à l'épaule. Ça, c'est fascinant. La main directement collée à l'épaule. La main fantôme. Il s'étonna de surcroît qu'un fantôme initialement mobile puisse s'immobiliser ou même se paralyser au point qu'aucun effort de volonté ne réussisse à le faire changer de position. Dans de rares cas, ajouta-t-il, il semble que l'effort même de volonté soit devenu impossible. Pour James, ces constats soulevaient des questions fondamentales quant à la neurophysiologie de la volonté et de l'effort. Même s'il était incapable d'y répondre, elles restèrent sans réponse pendant plus d'un siècle, jusqu'à ce que V.S. Ramachandran clarifie dans les années 90 la nature de la paralysie apprise, qui est parfois transmise aux membres fantômes. Donc, lorsque je vais terminer la lecture de ce texte, nous allons parler brièvement de V.S. Ramachandran. J'ai déjà parlé de lui, c'est lui qui dit, entre autres, que la douleur est une opinion. Il y a beaucoup de gens en douleur chronique qui n'aiment pas cette affirmation. La douleur est une opinion de votre cerveau, c'est tout. La douleur est une opinion. Et donc, lorsqu'on va finir le texte, je vais parler de lui brièvement et je vais vous référer dans les notes de description à une vidéo, un extrait de documentaire où tous les propos d'une certaine section de ce livre vont être illustrés. Et là, c'est une image vaut 1000 mots. Ici, on a des milliers d'images qui valent des milliers de mots. Donc, si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo qui va illustrer nos propos. Les membres fantômes sont des hallucinations en tant qu'on perçoit dans ce cas quelque chose qui n'existe pas dans le monde extérieur. Mais ils n'équivalent pas pour autant à des images ou à des sons hallucinatoires. Si la perte de la vue ou de l'ouïe déclenche des hallucinations correspondantes chez 10 à 20% des sujets atteints, des membres fantômes sont perçus chaque fois ou presque qu'un membre a été amputé, alors que des mois ou des années s'écoulent quelquefois avant qu'une cécité ou qu'une surdité fasse halluciner.
Les membres fantômes apparaissent immédiatement ou quelques jours seulement après une amputation. Ils semblent faire partie intégrante du corps, contrairement à n'importe quelle autre sorte d'hallucination. Enfin, loin d'être aussi variés et inventifs que les hallucinations visuelles. Les hallucinations visuelles propres au syndrome de Charles Bonnet, par exemple. Ça, il l'explore amplement dans le livre, c'est fascinant, le syndrome de Charles Bonnet. On ne va pas l'explorer dans cette vidéo qui va déjà être assez longue. Écoutez bien ceci. Le fantôme ressemble étroitement aux membres physiques perdus pour ce qui est de sa dimension et de sa forme. Un oignon peut déformer le pied fantôme si l'on en avait au vrai pied. Le bras fantôme peut porter une montre bracelet si le vrai bras en portait une. C'est en ce sens que le fantôme s'apparente plus à un souvenir qu'à une invention. Et c'est ça, la douleur chronique neuroplastique, c'est un souvenir. Vous vous souvenez de la douleur comme on peut se souvenir d'une montre. Une montre fantôme. La quasi-universalité des membres fantômes après une amputation, l'immédiateté de leur apparition et l'impossibilité de différencier leur aspect de celui des membres corporels à la place desquels ils apparaissent portent presque à croire qu'ils étaient déjà là auparavant. En quelque sorte, qu'ils ont été révélés, pour ainsi dire, par l'acte d'amputation. Selon moi, c'est exact, c'est ça. Nous avons un fantôme de notre corps qui est superposé par-dessus notre vrai corps. Et lorsqu'on coupe un membre, on révèle ce fantôme qui était là depuis le début. La forme matérielle des hallucinations visuelles complexes tient aux expériences visuelles d'une vie entière. Il faut avoir vu des gens, des visages, des animaux ou des paysages pour les halluciner, tout comme seules des œuvres musicales préalablement entendues sauraient être hallucinées. Mais la perception d'un membre comme composante sensorielle et motrice de soi-même semblerait être innée, intrinsèque et câblée en dur. Et le fait que même les individus dépourvus de membres à la naissance soient en mesure de les remplacer par d'intenses fantômes vient à l'appui de cette supposition. Donc là, il n'y a pas d'amputation. Même les individus dépourvus de membres à la naissance sont en mesure de les remplacer par d'intenses fantômes. Ça vient à l'appui de cette supposition. Réfléchissez à ceci. Les membres fantômes diffèrent avant tout des autres hallucinations, en ceci qu'on peut les mouvoir volontairement. Les hallucinations visuelles et auditives suivent au contraire un cours autonome et incontrôlable. Weir Mitchell insista également sur ce point essentiel. Presque toujours, le sujet est capable de vouloir un mouvement et apparemment en état de l'exécuter avec plus ou moins de perfection. La certitude avec laquelle les malades décrivent ces mouvements fantômes, l'assurance avec laquelle ils indiquent les positions occupées par chaque partie sont tout à fait remarquables. Les efforts dont nous parlons sont généralement douloureux. Ils provoquent souvent des démangeaisons dans le mognon. Dans quelques cas, les muscles moteurs des doigts subsistent. En tout en partie, d'autres fois, les muscles qui agissent sur la main font complètement défaut. Et cependant, ici, il y a une sensation nette et consciente des mouvements des doigts et de leur déplacement. Les autres hallucinations ne sont que des sensations ou des perceptions, si spéciales soient-elles, tandis qu'un membre fantôme est capable d'accomplir une action fantôme. Pour peu que la prothèse soit adaptée, le membre fantôme s'y glissera aisément, comme une main dans un gant, selon divers patients. Il s'y insérera et l'animera de telle manière que le membre artificiel puisse être utilisé comme un vrai membre. C'est de fait la condition sine qua non de l'usage efficient d'une prothèse. Le membre artificiel finit ainsi par faire partie du corps de l'amputé et de l'image qu'il en a, exactement comme la canne d'un aveugle devient une extension de son être. On peut dire du jambe artificielle, par exemple, qu'en habillant le fantôme, elle le rend assez efficace et lui confère une existence sensorielle et motrice suffisamment objective pour qu'il sente les minuscules irrégularités du sol et parvienne souvent à y réagir presque aussi bien que la jambe originelle. C'est pourquoi Jeffrey Winthrop Young, grand alpiniste qui perdit une jambe en 1917,
réussi à escalader le Cervin avec un membre artificiel qu'il avait lui-même conçu. Peut-être pourrait-on aller jusqu'à avancer qu'un fantôme est une part de l'image corporelle qui est perdue ou dissociée de l'habitat naturel où elle s'était précédemment incarnée. Métaphoriquement parlant, le fantôme perdu aspire à disposer d'un nouveau foyer qu'il trouvera dans une prothèse adéquate. Nombre de mes patients m'ont dit être parfois gênés la nuit par leur fantôme, mais soulagés le matin, car ce dernier disparaît dès qu'ils s'équipent de leur prothèse. Il disparaît plutôt à l'intérieur du membre artificiel, la fusion étant si parfaite que fantôme et prothèse ne font plus qu'un. La connaissance de ce qu'on est en train de faire avec son fantôme, même sans prothèse, peut être des plus subtiles. Écoutez bien ceci, dans sa jeunesse, l'illustre pianiste Erna Otten avait été l'élève du grand Paul Wittgenstein, qui, amputé du bras droit au cours de la Première Guerre mondiale, ne jouait plus que de la main gauche. Il demanda à plusieurs compositeurs de lui écrire de la musique pour cette main. Une des pièces les plus connues, c'est Concerto pour la main gauche de Ravel. J'ai hésité à mettre cette section, mais j'ai décidé de l'inclure parce que nous allons parler de la musique amplement dans la deuxième moitié de cette vidéo. Et donc, cette pièce est un peu plus difficile d'accès que la pièce qui va être discutée plus longuement. Mais c'est une pièce, je viens de l'écouter, c'est une pièce très intéressante. Concerto pour la main gauche de Ravel. Tout en continuant à enseigner des deux mains, en un sens, et voici ce que Otten m'écrivit dans la lettre à la New York Review of Books où elle répondit à un article que je venais de publier. Je le vis se servir de son moignon chaque fois que nous choisissions le doigté d'une nouvelle composition. Il me répétait que je devais lui faire confiance parce qu'il sentait chaque doigt de sa main droite. Parfois, je devais rester assise sans rien dire pendant qu'il gardait les yeux fermés et que son moignon s'agitait constamment alors qu'il avait perdu ce bras des années plus tôt. Ça évoque des images très vives dans mon esprit. Hélas, tous les membres fantômes ne sont pas aussi correctement formés, indolores ou mobiles que celui de Paul Wittgenstein. Beaucoup tendent à rapetisser ou à se rétracter comme un tube télescopique. Un bras fantôme peut se réduire à une main qui paraît s'attacher à l'épaule. Seul l'enchâssement du fantôme dans une prothèse autant utilisée que possible contrecarre cette tendance au rapetissement. Et le fantôme peut en outre se paralyser ou se crisper dans les positions génératrices de douloureux spasmes musculaires. La main du membre fantôme de l'amiral Nelson, il avait perdu le bras droit lors d'un débarquement raté, était si serrée qu'il sentait en permanence ses doigts s'enfoncer atrocement dans sa paume. De tels troubles de l'image du corps avaient été longtemps tenus pour inexplicables et incurables. Mais on a fini par comprendre depuis quelques décennies que cette image n'est pas fixe comme on le pensait autrefois. J'espère que ça allait de soi parce que sinon je ne vous en parlerai pas. Oui, il y a des solutions maintenant. C'est grâce au contraire à cette remarquable plasticité, la neuroplasticité, qu'une réorganisation ou une révision considérable des catégories de cartographie cérébrale peut être concomitante de la perception d'un membre fantôme. Si une lésion ou une maladie de la moelle épinière ou des nerfs périphériques interrompt assez la transmission de l'influx nerveux pour que les inputs sensoriels normalement reçus par le cerveau soient supprimés ou réduits, un trouble majeur de l'image du corps peut s'ensuivre. D'étranges images fantômes se superposant alors aux ondes du corps réel, mais devenues insensibles. Moi, c'est comme ça que je voyais toute ma douleur, tous mes symptômes. D'étranges images fantômes se superposant aux ondes du corps réel. Réfléchissez à ceci. C'était flagrant chez Jeannette W., l'une de mes collègues rendue quadriplégique par un accident de voiture. Une fracture du cou lui ayant fait perdre toute sensation au-dessous du niveau de sa vertèbre brisée. Elle sentait aussi peu le reste de son organisme que si elle avait été amputée à partir du cou. Mais le corps fantôme qu'elle percevait à la place était tellement instable qu'il était en proie à toutes sortes de distorsions et de déformations.
Moi, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir toute ma douleur. En bas de mon cou, c'était toutes des douleurs fantômes, des distorsions et des déformations créées par mon cerveau qui n'ont pas rapport avec mon corps réel. Comme elle réussissait à inverser temporairement ces altérations en voyant que son corps avait une forme et une conformation normale, elle avait fait installer des miroirs à l'intérieur de son bureau et dans les couloirs de l'hôpital de façon à ce qu'il lui suffise de lever les yeux pour déguster son image à petites gorgées, à chaque aller ou retour de son fauteuil roulant. Moi, je faisais ça fréquemment. Moi, j'avais des douleurs tellement intenses et absurdes qu'elles sortaient de mon corps. Voici la limite de ma peau. Là, la douleur allait plus loin que la limite de ma peau. Et là, je disais à mon cerveau, ça n'a pas de bon sens. Tu vas au-delà de la peau. C'est une hallucination. Là, je regardais mon corps. Je lui disais, la limite est ici. Et de plus en plus, ça corrigeait l'hallucination. Tout blocage d'une sensation normale risque de promptement déformer l'image du corps. Il n'est pas rare que d'étranges fantômes soient perçus sous anesthésie dentaire. Il est arrivé à chacun d'entre nous, ou presque, d'avoir l'impression dans ce contexte que notre joue ou notre langue est grotesquement tuméfiée, déformée ou déplacée. Toute illusion qu'aucun miroir ne serait dissipé car elles ne disparaissent qu'au retour de la sensation normale. Il faut attendre que les drogues s'en aillent, évidemment. L'ablation d'une vaste tumeur du cerveau pratiquée sur une de mes patientes avait contraint à sacrifier les racines sensorielles de la moitié de ses nerfs faciaux. Ayant eu ensuite la sensation persistante que toute la partie droite de son visage glissait, s'affaissait ou manquait, elle s'était crue ridiculement affublée d'une langue et d'une joue démesurément enflées de ce côté. Quand elle avait dû être amputée d'une jambe quelques années plus tard, elle avait perçu une jambe fantôme aussitôt après cette autre intervention chirurgicale. Maintenant, me dit-elle, je sais ce qui ne va pas dans mon visage, c'est exactement la même sensation. J'ai un visage fantôme. Le fait de se faire amputer, le fait de contempler le phénomène des membres fantômes, lui fait comprendre ce qui se passait dans son visage. La main serrée de Nelson est un exemple précepte d'évolution déplaisante subie par un membre fantôme. Elle atteste que des fantômes initialement souples, mobiles et obéissants à la volonté peuvent finir par se paralyser ou par se crisper dans des positions extrêmement douloureuses. Avant les années 1990, aucune explication plausible de ce gel n'avait été proposée. Pas plus qu'on ne savait avant cette date comment dégeler un membre fantôme. Mais un scénario physiologique proposé en 1993 par V.S. Ramachandran pourrait expliquer pourquoi cette perte progressive de la faculté du mouvement volontaire est si répandue après une hallucination, après une amputation. Lapsus qui en dit long. Pour ce neurobiologiste, la sensation vivace de pouvoir bouger librement un membre fantôme et la capacité cérébrale de surveiller, ça c'est visuel, de surveiller les ordres moteurs donnés à ce fantôme vont de pair. L'absence continuelle de confirmation visuelle ou proprioceptive du mouvement inciterait en réalité le cerveau à abandonner le membre amputé. Donc on réalise que la vision est essentielle dans ce phénomène. Les sens interagissent entre eux. C'est une unité. Ramachandran en déduisit que la paralysie du fantôme était apprise et se demandant s'il lui était possible de la désapprendre. Là maintenant ici, j'ai décidé de garder cet extrait. Il va décrire son procédé, la boîte à miroir. Mais si vous allez dans une des vidéos que je vais mettre dans les notes de description, vous allez pouvoir voir ceci. Une image vaut 1000 mots. 1000 images valent des milliers de mots. Mais j'ai décidé de garder la description du livre quand même parce que je sais que beaucoup de gens ne vont pas voir les vidéos dans les notes de description.
allez voir les vidéos dans les notes de description. Donc ici, tout ce qui va être décrit, vous allez pouvoir le voir. La stimulation du feedback visuel et proprioceptif peut-elle assez leurrer le cerveau pour qu'il en arrive à croire que le fantôme est devenu mobile et capable d'effectuer un mouvement volontaire? Ramachandran le vérifia grâce à un dispositif aussi simple que brillant. Il construisit une boîte en bois oblong divisée en 2 compartiments, gauche et droite, par un miroir central. Architecture qui, pour peu qu'un sujet regarde à l'intérieur de cette boîte à partir de l'un ou l'autre de ses compartiments, lui donnait l'illusion de voir 2 mains à la fois, alors qu'il ne voyait en réalité qu'une seule de ses mains et son reflet. Puis ce neurologue testa ce dispositif sur un jeune homme partiellement amputé du bras gauche, dont le fantôme, devenu rigide, saillait de son mognon tel un avant-bras de mannequin en résine. Pire encore, il souffrait de terribles crampes que les médecins ne parvenaient pas à soulager. Ramachandran lui réussit à soulager ses douleurs fantômes. Après lui avoir précisé qu'il ne garantissait pas le résultat de cette expérience, Ramachandran pria ce jeune homme amputé d'introduire son bras fantôme dans la boîte à gauche du miroir, comme on le lit dans Le cerveau fait de l'esprit. Et là, on cite un passage. Il plaça son membre fantôme paralysé sur le côté gauche du miroir, regarda du côté droit de la boîte et positionna soigneusement sa main droite de manière à ce que le reflet se superpose à la main fantôme. Cela lui donna aussitôt l'impression visuelle que son fantôme avait été ressuscité. Je lui demandai ensuite de réaliser des mouvements symétriques avec ses 2 bras et ses 2 mains tout en fixant le miroir. Il s'écria « C'est comme si on l'avait rebranché. » Alléluia! Ça, on va en parler dans la 2e section. C'est le sentiment que Oliver Sacks va avoir par rapport à sa jambe. C'est comme si on l'avait rebranché. À présent, non seulement il avait l'impression que le fantôme obéissait à ses ordres, mais à sa grande stupeur, il sentit ses douloureux spasmes de fantôme s'estomper. Et ça, pour la première fois depuis des années, c'était comme si les feedbacks visuels par miroir avaient permis à son cerveau de désapprendre la paralysie enregistrée. Ça, c'est un terme qu'on rencontre souvent dans le reconditionnement de la douleur. Désapprendre la douleur, nous dit Schubiner. Désapprendre la migraine, nous dit Koikea. Désapprendre. Ce procédé si simple, encore qu'il n'ait été mis au point qu'après moult réflexions, il s'appuie sur une conception fort originale de l'interaction des nombreux facteurs responsables de la production des fantômes et de leur vivicitude, permet aussi de traiter les jambes fantômes immobiles et diverses autres distorsions pathologiques de l'image du corps, car la boîte à miroir peut être aisément modifiée à cette fin. Là, j'ai hésité à mettre cette section, mais j'ai décidé de l'inclure parce que depuis, j'ai appris que ce qu'on va décrire pour un membre fantôme, ici, avec des réalités virtuelles, on le fait maintenant aussi pour le contraire des membres fantômes. Mais qu'est-ce que le contraire d'un membre fantôme? Vous allez le voir. C'est pour ça que j'ai décidé d'inclure cet extrait. Jonathan Cole et autres ont abouti à des conclusions similaires après avoir testé l'efficacité d'un système de réalité virtuelle visant à atténuer la douleur fantôme de sujets amputés d'un bras ou d'une jambe dont le mognon était relié à un mécanisme de capture du mouvement qui déterminait à son tour les déplacements d'un membre virtuel sur un écran d'ordinateur. La plupart de leurs volontaires ont appris à corréler assez précisément leurs propres mouvements à ceux de l'avatar visible sur l'écran pour que la sensation d'agentivité ou de propriété ainsi acquise leur permette de mouvoir leurs membres virtuels avec une étonnante délicatesse, d'attraper avec lui une pomme virtuelle posée sur la surface d'une table virtuelle notamment. Non seulement cet apprentissage fut particulièrement rapide, il s'effectua en une demi-heure à peine, mais l'accès à ce nouveau statut d'agent intentionnel concourut souvent à réduire la douleur fantôme considérablement, voire la perception visuelle, de la perception virtuelle. Un homme sentit, par exemple, une pomme virtuelle en même temps qu'il la ramassa. Exploit qui fit écrire à ses auteurs que le percept n'avait pas exclusivement trait au mouvement du membre, mais était tactile aussi,
c'était une perception transmodale. Réfléchissez à ce mot, transmodal. Mi-virtuel, mi-visuel. Mi-virtuel, mi-visuel, transmodal. Transmodal. On peut faire la même chose maintenant avec le contraire d'un membre fantôme. Mais qu'est-ce que le contraire d'un membre fantôme? En 1864, Weir Mitchell et deux de ses confrères rédigèrent une circulaire technique que le Surgeon General's Office des États-Unis diffusa sous le titre « Reflex Paralysis ». Quand la paralysie est réflexe, le membre atteint est physiologiquement intact, mais ne peut être bougé. Réfléchissez à ça. C'est physiologiquement intact, mais ne peut être bougé. Il paraît si absent ou étranger que c'est comme s'il ne faisait plus partie du corps. En un sens, on a ici affaire au contraire d'un membre fantôme. Ah, on y arrive enfin. Le contraire d'un membre fantôme. À un membre extérieur auquel aucune image intérieure n'insuffle présence et vie. J'ai vécu une expérience de ce type lorsque, chutant en 1974 sur les pentes d'une montagne norvégienne, je me suis rompu le tendon du quadriceps de la jambe gauche. Bien qu'un chirurgien eût réparé ce tendon peu après l'accident, la jonction neuromusculaire était endommagée et le long plâtre opaque qui immobilisait ce membre m'empêchait de surcroît de le voir et de le toucher. Le voir et le toucher. Dans ces circonstances où l'impossibilité de donner des ordres aux muscles blessés interdisait à mon cerveau de recevoir le moindre feedback sensoriel ou visuel, cette jambe disparut de mon image corporelle. Un objet étranger totalement inanimé me semblait le remplacer pendant 13 jours. Rétrospectivement, je serais curieux de savoir si l'une des boîtes à miroirs de Ramachandran aurait pu aider ce membre à récupérer plus vite sa mobilité et sa réalité. Peut-être eût-il mieux valu aussi que mon plâtre fût transparent. J'aurais pu au moins voir ma jambe gauche. Ce fut pour moi une expérience si inquiétante que je lui ai consacré un livre entier, intitulé « Sur une jambe ». Moi, je ne vous conseille pas de lire le livre « Hallucination » de Oliver Sacks durant votre reconditionnement. Il y a beaucoup de choses structurelles. Mais je recommande chaudement le livre « Sur une jambe » dans son entièreté. Dans son entièreté, dans son entièreté. C'est un livre absolument inspirant et incroyable sur le rétablissement. Le rétablissement des symptômes neuroplastiques? Non. Le rétablissement, point. Le rétablissement en général. C'est un livre très inspirant, disponible en français, sur une jambe. Je vais vous lire quelques extraits. Ça a été difficile de choisir des extraits. Vous n'avez pas besoin d'être une victime de mes choix éditoriaux. Il fallait le lire dans son entièreté. Je ne vous conseille pas Hallucination, j'ai choisi un extrait qui pourrait vous aider. Mais je vous recommande Sur une jambe, dans son entièreté. Je lui ai consacré un livre entier sur une jambe. Ne plaisantant qu'à moitié, j'ai suggéré à mes lecteurs de lire cet ouvrage sous anesthésie rachidienne pour mieux imaginer à quoi de telles expériences confrontent, car sitôt que l'anesthétique injectée bloque l'activité de la moelle épinière, la moitié inférieure de l'organisme est non seulement paralysée et insensible, mais n'existe plus subjectivement parlant. La perception du corps s'arrêtant à la taille. Vous avez l'impression que ce qu'il y a en dessous, vos hanches et votre paire de jambes, vous appartient aussi peu que la maquette en cire d'un cabinet d'anatomie. Cette désappropriation ou cette aliénation est un vécu des plus bizarres. La trouvant presque insupportable durant les 13 jours où ma jambe gauche me devint étrangère, je ruminais sombrement sur l'incertitude de mon rétablissement. C'est normal, ça. Je me demandais même s'il ne serait pas préférable que je perde ce membre inutile au cas où il ne guérirait pas. Ça va loin, ça. Comme on va le voir, il y a des gens qui vont aussi loin que ça. Si rare que ce soit, l'absence d'image du corps d'un membre normal par ailleurs peut être congénitale.
ça peut être congénital. En témoignent pour le moins les nombreux cas soigneusement documentés de ce que Peter Brugger a qualifié de troubles identitaires relatifs à l'intégrité corporelle. Donc là, nous y sommes, nous y voici, le contraire d'un membre fantôme. C'est un trouble identitaire relatif à l'intégrité corporelle. Il y a des gens pour qui c'est congénital, ils naissent comme cela. Oliver Sacks, lui, n'est pas né comme ça. C'est à cause d'un accident et du fait que sa jambe était dans un plâtre pendant longtemps. Son cerveau a perdu l'image de sa jambe pendant des semaines. Mais il y a des gens qui sont nés comme ça. Ça s'appelle un trouble identitaire relatif à l'intégrité corporelle. Les individus concernés sont persuadés depuis la naissance que la totalité ou une partie d'un de leurs membres n'est pas à eux, mais leur est étrangère et les encombre, d'où quelquefois leur ardent désir d'être amputés de cet appendice superflu. J'ai déjà lu un livre entier sur le sujet et en effet, oui, certaines personnes vont jusqu'à l'amputation du membre. Je ne veux pas aller plus loin dans l'exploration, mais certaines personnes se font amputer le membre. De plus en plus, je crois qu'il va y avoir d'autres solutions. Hein? On espère que cette solution drastique. Avant 1990, tout ce qui se rapportait aux membres fantômes et aux autres troubles de l'image du corps ne pouvait être étudié qu'en termes phénoménologiques, à partir des descriptions et des comportements des personnes atteintes. Ces pathologies étaient souvent attribuées à l'hystérie ou à l'hyperactivité de l'imagination. Mais l'essor et le perfectionnement de l'imagerie médicale ont radicalement changé la donne en révélant les modifications physiologiques intracérébrales qui sous-tendent ces curieuses expériences. Ces avancées, ainsi que les expérimentations aussi ingénieuses que celles que Ramachandran a menées à bien au moyen de sa boîte à miroir, nous ont permis de bien mieux cerner les fondements neuronaux de l'incarnation, de l'agentivité du soi, notion purement clinique tout autant, parfois que purement philosophique, mais désormais inhérente au champ des neurosciences. Donc, ici, je vais prendre une pause parce que c'est un peu difficile pour ma gorge de lire aussi longtemps. Je vais séparer la vidéo en 3 sections. Dans la deuxième section, je vais brièvement parler de V.S. Ramachandran, mais je vais vous référer vraiment à la vidéo dans les notes de description où on le voit à l'œuvre. On le voit en train de démontrer la boîte à miroir à quelqu'un qui a été amputé d'un bras. Donc, pour vous, ça va être immédiat, mais pour moi, je vais vous dire à plus tard. Bon, nous voici dans la deuxième section de cette très longue vidéo. J'ai fait la première section en premier, la troisième section en deuxième. Et là, je suis en train de faire la deuxième section. Et oui, en effet, ça va être très long. Donc, cette section-ci est moins essentielle. Je vais discuter du matériel dans les notes de description. Et donc, si vous voulez sauter cette section, je vais inscrire ici le temps à l'écran où vous pouvez aller pour aller directement à la section numéro 3, où je lis des extraits du livre « Sur une jambe » de Oliver Sacks. Je considère que la section 1 était très importante et je considère que la section 3 est cruciale. Même je suggère le livre dans son entièreté. Donc, si vous voulez lire le livre au complet, même pas besoin de regarder la section 3. Et là, dans cette section, je voulais un peu discuter le matériel inclus dans les notes de description. Je crois que la plupart des gens ne le consultent pas. Donc, on peut en parler brièvement. Premièrement, j'ai inclus un documentaire
où il y a une section dans ce documentaire où on voit les travaux de V.S. Ramachandran. V.S. Ramachandran, c'est très important de comprendre ce qu'il a à nous dire. Que voit-on dans ce documentaire que vous pouvez consulter? Il a fait des travaux sur les membres fantômes et ce qu'il a réalisé en travaillant avec quelqu'un, par exemple, qui n'avait plus de bras, c'est que lorsqu'on stimulait certaines sections du visage, la personne le sentait dans sa main fantôme. Et là, il disait, si je touche ici, où sens-tu ça? Dans mon pouce. Si je touche ici, où sens-tu ça? Dans mon index. Si je touche ici, où sens-tu ça? Dans mon majeur. Si je touche ici, où sens-tu ça? Dans mon annulaire. Si je touche ici, où sens-tu ça? J'espère que vous me voyez venir dans mon petit doigt. Là, il a réalisé, oh mon Dieu, il y a la main de la personne comme ça sur le visage. La main fantôme est maintenant sur le visage. Pourquoi? Parce que les aires qui traitent du visage et de la main sont très près dans le cerveau. Donc, lorsqu'il n'y a plus de bras, le cerveau se dit, ah, il y a de l'espace libre. Le cerveau n'aime pas ça, laisser de l'espace libre. L'espace est limité, donc autant l'utiliser. Et là, il me disait, oui, en effet, lorsque je me rasais, j'avais mal à la main, mais je n'avais pas fait le lien. Ce qu'il nous dit, V.S. Ramachandran, c'est que, ça c'était dans les années 90, les livres de médecine ne sont pas à date. Ils vont vous dire, ah, cette zone est dédiée à ci, cette autre zone est dédiée à ça. Et il nous dit, non, c'est vraiment plastique. Ça peut être modifié. C'est la neuroplasticité. Et là, cet homme avait mal à son membre fantôme et on le voit utiliser la boîte à miroir. C'est vraiment fascinant. Il faut voir la main bouger. L'élément visuel est très important. Ça rappelle au cerveau qu'en effet, oui, il y avait une main avant. Et là, on fait le mouvement avec le membre fantôme en même temps qu'on le voit dans le miroir. Et ça élimine l'inconfort. Fascinant. Je vais inclure aussi une vidéo de Henrik Ersson. C'est vraiment quelqu'un de fascinant si vous voulez regarder ses travaux. Henrik Ersson. On va voir une vidéo où quelqu'un cache sa main, sa vraie main, et là met une main en plastique dans sa manche. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils stimulent la vraie main et la main en plastique simultanément. Et là, le cerveau commence à penser que la main en plastique, la main du mannequin, lui appartient. Et là, j'espère que vous me voyez venir, on peut prendre un marteau et frapper la main en plastique, la main de mannequin, et la personne a peur, la personne a mal. Différentes personnes à différents degrés. Henrik Ersson, fascinant. Mais dans la vidéo avec V.S. Ramachandran, on voit que lorsque quelqu'un a un membre fantôme, on n'a même pas besoin de tout ce stratagème. V.S. Ramachandran met sa main à lui sur la table. Et là, il dit à la personne, où est ta main fantôme? Ouais, à peu près là. Et là, V.S. met sa propre main et il la tapote. Comme ceci. Et là, peu à peu, la personne dit, oui, je sens le tapotement dans ma main fantôme. Il dit, c'est de l'empathie poussée à son extrême. On peut en effet, oui, vous en avez sûrement déjà fait l'expérience, avoir de la douleur empathique. Lorsque quelqu'un se fait frapper, on peut avoir mal, même sur un écran. Moi, des fois, quand je regarde des films, et là, quelqu'un se fait donner un coup de genou, vous savez où? À quelque part qu'on ne nommera pas. J'ai mal. J'ai mal. Ce n'est pas structurel. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Ce n'est pas structurel, ça. Donc, V.S. Ramachandran est fascinant. Vous pouvez le voir, je vais vous dire où est l'extrait. Henrik Ersson est fascinant. Et lui, il pousse les choses beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Je vais inclure un autre test où il est capable de nous faire croire à notre cerveau qu'on est dans le corps d'une poupée.
On prend le corps d'une poupée, on met une caméra, et là, quelqu'un est couché sur un autre lit avec un casque de visionnement. Et là, on stimule son pied en même temps qu'on stimule le pied de la poupée. Et là, la personne commence à penser qu'elle est dans le corps de la poupée. Et là, on met un objet dans le champ visuel et la personne doit estimer la taille. Et lorsqu'on est une poupée, les choses nous paraissent plus grosses. La personne dit « Ah, je crois que ça mesure à peu près ceci. » C'est beaucoup trop grand. Tout paraît plus grand, on dirait qu'on est dans une poupée. Et on peut mettre quelqu'un dans un corps géant, et là, les objets apparaissent plus petits. Mais ce que nous apprend Ersson, c'est qu'on ne peut pas faire à croire au cerveau qu'il est n'importe quoi. Il faut quand même que la forme soit ce qu'on pourrait appeler humanoïde. Une espèce de tronc avec 2 bras, 2 jambes. Le cerveau humain a une vague idée de ce qu'un corps humain devrait ressembler. On ne peut pas faire croire ou avec grande difficulté qu'on est un bloc de bois, une table, un marteau ou un homard. C'est plus difficile. Et là, si vous vous intéressez à lui, ça peut aller beaucoup plus loin. Il peut vous faire sentir comme si vous êtes au milieu de l'air. Vous êtes, oui, je me sens là, même s'il n'y a rien. Il n'y a plus de main en plastique. Il n'y a plus rien. Ils disent, oh mon Dieu, je suis là, j'ai ma conscience ici. Et là, peut-être que tout ça, ça explique les expériences hors du corps. Les expériences même de mort imminente. Les gens se voient, oh mon Dieu, je vois mon corps comme si c'était quelque chose d'autre. Donc ça, c'est vraiment fascinant. Donc, j'espère que ce matériel peut vous aider à pousser votre conception plus loin de ce qui est possible. Dans les notes de description aussi, je vais inclure un morceau de musique qu'on va explorer dans la prochaine vidéo. Et en gros, oui, je voulais discuter brièvement de ce qui allait être inclus comme matériel. Et même, je vais finir avec ceci. Si vous êtes capable de vous procurer une émission de National Geographic qui s'appelle Breakthrough, l'épisode 2, More Than Human, va vous parler des travaux brièvement de Henrik Ersson, mais vous pouvez les explorer par vous-même. Mais ils vont nous montrer aussi comment on reconnecte le cerveau à des jambes qui n'existent plus dans la map mentale. C'est pour ça, dans la première section, que j'ai inclus le matériel sur la réalité virtuelle. Lorsque quelqu'un se met dans un exosquelette, maintenant, on est capable de contrôler un exosquelette directement avec nos pensées. Quelqu'un, admettons, qui n'a plus l'utilisation de ses jambes, est capable de contrôler l'exosquelette dans ses bras. Il n'a qu'à activer ses vrais bras, et là, ça active les bras de l'exosquelette. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas activer les jambes de l'exosquelette parce que son cerveau a oublié qu'il avait des jambes. Mais il y a des techniques maintenant avec la réalité virtuelle et avec le feedback de l'exosquelette pour réétablir l'image des jambes dans le modèle du cerveau, dans le fantôme que le cerveau projette. Le fantôme du corps que le cerveau superpose sur le vrai corps. C'est pour ça, dans la première section, j'ai décidé d'inclure le matériel sur la réalité virtuelle, parce que maintenant, on peut faire la même chose aussi pour le contraire d'une jambe fantôme, quand quelqu'un a oublié l'existence d'une jambe. Et là, ça, c'est des moyens très technologiques. Ça nous prend la réalité virtuelle, ça nous prend des exosquelettes qui sont capables de connecter directement à nos pensées. C'est très technologique. Mais là, dans la troisième section, qui arrive bientôt, on va voir quelqu'un, Oliver Sacks, qui le fait organiquement, avec l'aide de la musique surtout, et de l'action, et du mouvement. Donc voilà, c'était la deuxième section où j'explorais le matériel, des notes de description. Si vous pouvez vous procurer l'épisode de National Geographic Breakthrough, épisode 2, More Than Human,
ça pourrait vous aider à comprendre encore plus. Moi, j'absorbais ce genre de matériel continuellement. C'était une quasi-immersion durant mon processus et je faisais des liens entre les sens. Et là, Oliver Sacks, dans son livre Sur une jambe, fait beaucoup de liens avec le visuel, mais je n'ai pas eu le temps d'explorer tout ça. Et je vais explorer les sens et à vous de voir si ça vous met l'eau à la bouche. Ah, une autre métaphore, le goût. Ça vous met l'eau à la bouche si vous salivez de lire le livre dans son entièreté et voir les métaphores visuelles aussi. J'ai choisi d'inclure principalement les métaphores musicales. Et à la fin, nous allons clore dans la section 3 avec une réflexion sur la musique. Donc voilà. Maintenant s'ensuit la section 3. Bon, donc, nous voici dans la 3e section de cette vidéo où je vais lire 5 extraits du livre Sur une jambe de Oliver Sacks. Et là, croyez-moi, ça a été difficile de me restreindre à 5 extraits. J'ai déjà fait des vidéos où j'en lisais je ne sais pas combien. Beaucoup plus que 5. C'était très long. Je me suis dit non, il faut que j'aille à l'essentiel. Je crois que j'ai réussi avec ces 5 extraits. Et je conseille ce livre dans son entièreté. C'est un excellent livre sur le rétablissement de quoi? Des symptômes neuroplastiques? Non, du rétablissement, point. Du rétablissement en général. Moi, comme vous le savez, si vous regardez ma chaîne, j'ai déjà été alité. Je ne pouvais plus sortir de mon lit et donc j'ai dû réapprendre à marcher. C'était tout un exploit pour moi sortir dehors et marcher 5 minutes. 5 minutes? 5 minutes. Et au début, oui, quand on est alité, il faut prendre l'approche graduelle. On ne peut pas commencer à jogger, c'est impossible. Marcher 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, 1 heure. Mais là, une fois qu'on est capable de bouger relativement normalement, selon moi, il faut sortir de l'approche graduelle et là, retourner à l'activité physique complète. Puis l'approche graduelle. Il y a des gens qui vont vous dire qu'on peut prendre l'approche graduelle jusqu'à la fin. Et là, les symptômes vont s'en aller. C'est possible, mais ce n'est pas mon expérience. Moi, il y a un moment du processus où il faut arrêter avec le graduel, juste sauter dans l'eau. Sauter dans l'eau. Ça va être une image très puissante du livre, ça. Sauter dans l'eau. On arrête là, de se saucer petit peu par petit peu. Ah, les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les hanches. Et là, boum! OK, au début, peut-être graduel, mais dès qu'on peut bouger relativement normalement, boum, on saute dans l'eau parce qu'à ce niveau-là, quand on est rendu à cette étape-là, ce qui nous retient, c'est plus la peur et le manque d'imagination. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui nous retient que nos propres limites qu'on s'est imposées. J'espère que ce livre peut vous aider à les transcender. Vraiment, le dernier passage va être très inspirant. Il faut sauter dans l'eau. Vous allez voir. Donc, pour commencer, j'ai décidé de lire un court extrait qui illustre bien notre propos. Le contraire d'un membre fantôme. Allons-y, allons-y. Et vous, me dit-il en lançant un regard en direction de mon plâtre, que vous est-il arrivé? Je lui ai raconté. Il a eu un accident. Et là, sa jambe était dans un plâtre pendant longtemps et il ne la sentait plus, comme si elle ne faisait plus partie de son corps. « Alors ça, c'est la meilleure, s'exclama-t-il. Puis, se tournant vers les autres, il ajouta, « Le docteur a une jambe, mais ne la sent plus, et moi, je sens bien ma jambe, mais je n'en ai plus. » Il conclut en me disant, « Vous voyez, à nous deux, ça nous ferait une jambe en bon état. Moi, je vous donnerai mes sensations, et vous, votre jambe. » Tout ça très drôle. Nous nous sommes mis à rire, justement.
La glace était brisée et je pensais que cet homme sans connaissance particulière avait instantanément mis le doigt sur le cœur du problème, sur le cœur de nos problèmes. Il avait instantanément mis le doigt sur cette opposition comique et fondamentale qui existe entre les sensations illusionnelles positives et négatives. La jambe fantôme et son contraire. Donc, pour commencer, nous allons lire un extrait du livre où il nous décrit comment il se sent, ou plutôt comment il ne se sent pas, comment il ne sent pas sa jambe. Je trouvais que c'était important. Des questions d'un ordre plus élevé m'étaient venues à l'esprit juste avant de m'endormir. Je ne comprenais pas pourquoi je ne parvenais pas à penser ou à me souvenir de la façon dont on fait des mouvements, dont on se sert de ses muscles. À ce moment-là, déjà, quelque chose ne tournait pas rond, mais une rupture existentielle absolue suivie immédiatement, comme précipitée par la découverte de la perte totale de sensibilité dans ma jambe. Car c'est à cet instant seulement que ma jambe devint une chose bizarre, un objet étranger que je regardais et touchais sans le reconnaître ni comprendre quel rapport il avait avec moi. Alors seulement je commençais à le fixer des yeux et à penser « Je ne te connais pas, tu ne fais pas partie de moi. Je ne connais pas cette chose. » Il parle de sa jambe, là, est attachée à son corps. Ces mots m'obsédaient. N'importe qui les aurait trouvés absurdes, mais pour moi, ils exprimaient une vérité essentielle. En un sens, j'avais bel et bien perdu ma jambe. Bien qu'étant toujours là objectivement, elle avait disparu subjectivement, en moi. Il s'agissait en quelque sorte d'une amputation interne. D'un point de vue neurologique et neuropsychologique, c'était exactement ça. J'avais perdu l'image de ma jambe. Mon image corporelle, comme disent les neurologues, était partiellement effacée. La représentation de ma jambe dans mon cerveau avait disparu. Une partie de ce qu'on pourrait appeler ma photographie interne manquait. Beaucoup de termes neurologiques correspondaient, et ce n'était pas un hasard, à ceux de la psychologie du moi. Je pouvais dire que j'avais perdu ma jambe comme objet interne ou comme image symbolique et affective. Ces deux terminologies s'imposaient en fait autant l'une que l'autre car la perte intérieure était à la fois photographique et existentielle. Il y avait d'une part un grave déficit sensoriel. Je ne sentais plus ma jambe et d'autre part un déficit d'ordre affectif. Je n'avais plus de sympathie pour ma jambe. Elle m'était devenue indifférente. Les termes que j'employais impliquaient ces deux types de troubles. Une réalité sans vie, inorganique, étrangère, avait remplacé ma réalité personnelle, vivante, celle que j'aimais. Je trouve que c'est une très bonne description ici. Donc, comme on l'explore de plus en plus dans cette vidéo, quand on se fait couper la jambe, on peut avoir mal au pied qui n'existe pas. Lorsqu'on se casse le pied qui existe et qu'on a mal, c'est la même chose. Notre cerveau met de la douleur dans le fantôme du pied qui est superposé à notre corps réel. Donc, quelque chose qui peut vous aider, c'est de dire « j'ai mal à mon fantôme ». Ah, j'ai mal à mon fantôme. Mais, il y a des gens qui sont nés comme ça ou qui, à travers un accident ou la paralysie complète, n'ont plus d'image corporelle d'un membre ou de deux membres, d'une jambe, de deux jambes. Ils n'ont plus de fantôme. Ils n'ont plus l'image corporelle. Et ça, c'est une bonne description ici. Donc là, j'ai choisi un extrait où il nous parle de musique parce que ça va être très important au moment où il reconnecte avec sa jambe. Et à la fin de cette vidéo, nous allons parler de musique. D'un bout à l'autre de mon séjour dans les limbes, je rêvais d'écouter de la musique et restais frustré dans mes efforts pour en obtenir. Au milieu de la semaine, dégoûté de ma radio, elle était vraiment impossible,
Je demandai à un ami de m'apporter un magnétophone. Le samedi matin, ce même samedi le 7, il m'apporta le sien avec une cassette. Ça fait longtemps, là, c'est rétro. Disant qu'il était désolé de n'avoir pu en trouver qu'une seule. Il s'agissait du concerto pour violon de Mendelssohn. Je n'avais jamais été particulièrement amateur de Mendelssohn, même si j'ai toujours apprécié la vivacité et l'exquise légèreté de sa musique. Que ce charmant et futile morceau de musique ait pu avoir sur moi un effet si profond et en fin de compte si déterminant, fut et reste pour moi stupéfiant. Dès l'instant où le disque se mit en route, aux premières mesures du concerto, quelque chose se passa, quelque chose que je désirais ardemment, dont j'avais une soif de plus en plus intense au fil des jours, mais qui, jusque-là, m'avait échappé. Soudain, ô merveille, je fus ému par la musique. La musique me sembla passionnément, merveilleusement, furieusement vivante. Elle me donna une douce sensation de vie. Aux premières mesures, je sentis un espoir, comme le pressentiment que la vie allait revenir dans ma jambe, qu'elle, ma jambe, allait être mue et se mouvoir d'un mouvement original pour retrouver ou recréer sa mélodie motrice oubliée. Réfléchissez à ce terme absolument fantastique, sa mélodie motrice oubliée. Moi, c'est ça que j'ai dû retrouver. Ma mélodie motrice oubliée, la mélodie du mouvement pour recommencer à marcher. Je sentis, mais comme les mots sont impropres à décrire ce genre de sensation, je sentis aux premières mesures de cette céleste musique que les principes universels de création et d'animation m'étaient en quelque sorte révélés, que la vie était sinon musique, du moins consubstantielle à la musique, que notre chair vivante était elle-même de la musique solide, de la musique incarnée, substantialisée. Dans une perception intense, passionnée et presque mystique, je sentis que la musique pourrait vraiment être la solution à mes problèmes, ou du moins une clé indispensable. C'est mon expérience. Je passais et repassais le concerto sans me lasser. Je ne désirais rien d'autre. Chaque fois, mon esprit s'en trouvait rafraîchi. Chaque fois, cela m'ouvrait de nouvelles perspectives. La musique n'était-elle pas au fond la vraie partition de la vie? La clé, la promesse d'un renouveau de l'action et de la vie? Je me le demandais. On va en rester là. Donc, je trouvais ce passage important comme préambule au prochain passage où il reconnecte carrément avec sa jambe. Donc là, il travaille avec des kinésithérapeutes. On dirait que ça va mieux, Dr. Sachs, me dit l'une des kinésithérapeutes. Et si vous essayez de faire un premier pas? C'est toujours le plus difficile, hein? Le premier pas. Un premier pas. Pendant que je luttais pour demeurer sur une de mes jambes et reprendre le contrôle de moi-même, je n'avais pensé qu'à tenir bon, à survivre ou à rester debout et non à bouger. Je me dis donc que je pourrais maintenant essayer d'avancer. D'autant plus que les deux kinésithérapeutes m'y incitaient en me poussant doucement et en me soulevant. Elles ne doutaient manifestement pas une seule minute qu'il faille toujours aller de l'avant, avancer, faire un premier pas. Elles savaient, à n'en point douter, savoir inestimable que l'esprit ne devrait jamais oublier, que rien ne peut se substituer à l'action. Rien ne peut se substituer à l'action, qu'au commencement était l'action. Et qu'il n'est d'autre voie, d'autre façon d'agir que l'action. Mon premier pas, plus facile à dire qu'à faire. Eh bien, Dr. Sachs, qu'attendons-nous? Je ne peux pas, répondis-je. Je ne vois pas comment je pourrais y arriver. Je n'ai aucune idée de la façon dont je pourrais faire un premier pas. Donc là, c'est une métaphore. Il fait un pas littéral. Il veut faire un pas littéral, mais c'est un pas métaphorique également
Il décrit le processus. « Pourquoi, me dit-elle, hier, vous avez fait un mouvement de flexion de la hanche, vous étiez si excité et aujourd'hui, vous ne pouvez même pas faire un petit pas. » « Fléchir ma jambe dans mon lit, c'est une chose, répliquai-je, et faire un premier pas en est une autre. » Elle me jeta un long regard, puis, comprenant l'inutilité des discours, sans dire un mot de plus, elle déplaça ma jambe gauche avec sa jambe à elle, de manière à lui faire une sorte de pas. Aussitôt, je vis comment procéder. Ne pouvant m'expliquer comment faire, cette femme me l'avait montré. Et tout comme la veille, ma flexion d'abord involontaire, presque assimilable à un tic, m'avait permis de me rappeler en quoi consistait une flexion de la jambe, son geste, en me montrant ainsi en quoi consistait ce mouvement, me permit d'employer toute ma volonté à le reproduire activement et sans aides extérieures. Si artificiel et peu spontané qu'il fût, ce premier pas suffit à me faire voir comment procéder. Il me montra comment fléchir la hanche de telle sorte que ma jambe se déplace en avant de mon corps à une distance raisonnable. Pour ce qui était d'apprécier ce que pouvait être une distance raisonnable dans une direction raisonnable, je m'aperçus que j'étais entièrement dépendant de toutes sortes de points de repère extérieurs et visuels. Je me repérais d'après les marques du plancher ou construisais mentalement des triangles ayant pour sommet les meubles ou les murs de la pièce. Il me fallait, avant d'être en mesure d'avancer précautionneusement, empiriquement, la jambe jusqu'au point que j'avais prévu de lui faire atteindre et qui m'était apparu comme sûr, commencer par calculer chacun de mes pas dans ses moindres détails. Est-ce que vous vous sentez comme ça? Moi aussi, je calculais tout. Tout était compté, calculé. Il faut retrouver la musicalité, la spontanéité. Pourquoi une façon de marcher aussi grotesque? Parce que, je le compris, je n'avais pas le choix. Car dès que je relevais les yeux et laissais ma jambe avancer toute seule, celle-ci pouvait se déplacer aussi bien de 10 cm que d'1,20 m, et elle avait également tendance à partir dans la mauvaise direction, par exemple, latéralement ou plus souvent encore obliquement, suivant un angle plus ou moins fermé, tout à fait imprévisible. Moi, c'est mon expérience. Au début, lorsque j'essayais de descendre des escaliers, mes jambes allaient dans toutes les directions. Je n'étais pas vraiment en contrôle. J'avais des sortes de spasmes. À plusieurs reprises même, avant que je finisse par comprendre qu'il me fallait programmer ces mouvements à l'avance et les surveiller en permanence, ma jambe se perdit et me fit presque un croche-pied en allant se coller derrière ma jambe droite ou en s'en mêlant de telle ou telle façon avec elle. Moi aussi, je trébuchais fréquemment, initialement, parce que je suis resté alité trop longtemps. Elle me paraissait toujours irréelle. J'avais l'impression de marcher non avec ma jambe, mais avec une gigantesque et disgracieuse prothèse ou hypothèse. Un appendice bizarre, un cylindre de craie en forme de jambe, cylindre dont la forme et la taille se modifiaient, palpitaient constamment, comme si j'étais en train de faire fonctionner un mécanisme robotique maladroit et instable, une jambe artificielle tout à fait grotesque. Je ne peux exprimer autrement l'étrangeté de cette pseudo-marche, tout à la fois imprécise, hésitante et pourtant imprégnée d'une précision et d'une prudence laborieuse et mécanique. Elle exigeait de moi des calculs très complexes, aussi fastidieux qu'épuisants, et m'amenait à me poser beaucoup de questions. C'était bien un mode de locomotion, mais il n'avait rien d'humain et ne pouvait être non plus qualifié d'animal. Je me demandais, marcher, est-ce cela? Je me suis posé cette question fréquemment. Puis le cœur soulevé de terreur, vais-je devoir supporter cela tout le restant de ma vie? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Je crois que oui, moi aussi. Le restant de ma vie. Ne retrouverai-je jamais la sensation de la vraie marche? Ne marcherai-je jamais plus de façon naturelle, libre et spontanée? Serais-je forcé à partir de maintenant de soigneusement peser chacun de mes mouvements? Pourquoi faut-il que tout soit aussi compliqué? Pourquoi n'est-ce pas simple? Oh, combien de fois me suis-je posé cette question? Et tout à coup, rompant brusquement le silence, interrompant le babil silencieux des images pétrifiées, une musique, une glorieuse musique de Mendelssohn monta en moi, fortissimo, la joie, la vie, le mouvement grisant, aussitôt sans que j'y ai préalablement pensé.
sans que je l'ai aucunement projeté. Je me mis à marcher sans effort, joyeusement, avec la musique. Avec la musique. Et à l'instant même où, grâce à cette musique intérieure, cette musique de Mendelssohn, suscitée et hallucinée par mon âme, ma musique motrice, ma mélodie kinétique, ma capacité de marcher me fut rendue. Ma jambe me revint. Alléluia! Soudain, sans aucun avertissement, sans aucune transition, ma jambe gauche redevint vivante, réelle et mienne. Comme si cette reviviscence, cette marche, cette musique spontanée avait précisément permis une telle actuation. J'étais dans le couloir en train de revenir vers ma chambre lorsque se produisit ce miracle. La musique, la marche, l'actuation de ma jambe, tout en même temps. Désormais, j'en eus la certitude absolue. Je pouvais croire en ma jambe. Je savais de nouveau marcher. Wow! Je dis au kinésithérapeute, quelque chose d'extraordinaire vient de m'arriver. Je peux marcher. Laissez-moi essayer. Mais ne vous éloignez pas trop, cela vaut mieux. Et je me mis à marcher, malgré ma faiblesse, malgré le plâtre, malgré mes béquilles, envers et contre tout, sans difficulté, automatiquement, spontanément, mélodieusement, retrouvant ma mélodie personnelle, qui d'une certaine manière jaillissait de la mélodie mendelssohnienne et en même temps s'harmonisait parfaitement avec elle. Le pouvoir de la musique. Ma marche ne manqua pas de style, elle avait même un style proprement inimitable. Les spectateurs de mes exploits se firent l'écho de mes sentiments personnels, me disant « Avant, votre marche avait quelque chose de mécanique, on aurait dit un robot. Maintenant, vous marchez comme une personne, comme vous-même, en fait. » Ou comme la musique de Mendelssohn, le concerto. C'était comme si soudain je m'étais rappelé comment marcher. Non le « comme si » est de trop. C'est pas comme si. Je m'étais souvenu comment on marche. Tout à coup, la mélodie et le rythme naturel inconscient de la marche m'étaient revenus. Ils m'étaient revenus exactement comme on se remémore un air jadis familier, mais depuis longtemps oublié, de concert avec le rythme et l'air de Mendelssohn. En un instant, un saut soudain et absolu. Non un processus ou une transition, mais plutôt un saut qualitatif m'avait fait passer d'une marche maladroite, artificielle et mécanique, m'obligeant à consciemment calculer, prévoir et surveiller chacun de mes pas à un mouvement inconscient, naturel et gracieux. Instantanément, je repensais au cas de Zasetsky dans The Man with a Shattered World, l'homme avec un monde éclaté, et à ce que Luria décrit comme le tournant de sa vie. Un beau jour, alors qu'il était jusque-là au martyre à chaque fois qu'il devait rédiger une lettre, il ne pouvait s'empêcher de surcharger tous ses textes de rature, Zasetsky découvrit qu'écrire pouvait devenir une opération tout à fait simple s'il se laissait aller et s'abandonnait inconsciemment et sans réserve au mouvement, à la mélodie, à la spontanéité naturelle de l'écriture. J'avais fait moi-même d'innombrables fois ce genre d'expérience sous une forme moins spectaculaire, maintes et maintes fois ayant par exemple commencé à marcher ou à nager, on va l'explorer ça, en comptant et en calculant consciemment chaque pas ou chaque brasse. On calcule encore, compter, calculer. Il m'était soudain arrivé de m'apercevoir que ça y était, j'avais pigé le truc. J'ai pigé le truc. J'avais mystérieusement, sans devoir faire aucun effort pour cela, pris le coup, pris le rythme, compris l'esprit de l'activité à laquelle je me livrais et pouvais désormais m'y adonner avec une parfaite aisance, sans compter ni calculer consciemment aucun de mes gestes, en m'abandonnant simplement au tempo, à la pulsion et au rythme propre à cette activité. Ces expériences m'avaient jusque-là semblé si communes que je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Mais là, je compris soudain à quel point elles sont fondamentales. C'est comme ça, lorsqu'on apprend à conduire une bicyclette, c'est comme ça dans le reconditionnement des symptômes neuroplastiques. À un moment donné, on pige le truc. J'ai compris, j'ai compris. J'ai plus besoin de calculer, de compter. J'agis, c'est tout. Je le fais. En imaginant que j'ai pu penser une seule seconde que cette coïncidence
Entre ce retour de mes capacités de mouvement, cette actuation de ma jambe et le surgissement de cette musique de Mendelssohn et peut être un caprice du hasard, une pure coïncidence sans signification. Attention ici, ça c'est normal dans le processus. La rechute brutale et inattendue à laquelle je fus sujet 40 secondes plus tard, alors que tout confiant de mes jambes, je m'éloignais à grands pas, aurait suffi à dissiper tous mes doutes. Brusquement, j'oubliais ma mélodie kinétique et du même coup, j'oubliais aussi comment on marche. C'est naturel, les revers durant le processus. Tout à coup, cessant d'entendre ma musique intérieure, ce fut aussi soudain que si quelqu'un avait coupé le son d'un disque. Je m'immobilisai. Aussitôt, ma jambe perdit sa stabilité et sa réalité, me faisant sombrer à nouveau dans cet horrible et indescriptible délire cinématographique, modifiant sans cesse forme, dimension et image. L'interruption de la musique interrompit mes pas, dissolvant ma jambe en une multitude de spectres papillotants. Comment aurais-je pu douter de la signification de ces événements? La musique, l'action et la réalité ne font qu'un. Donc, oui, j'ai décidé d'inclure la finale ici de cet épisode, le revers. Les revers sont tout à fait normaux durant le processus. Comme on va voir, il va s'en sortir. C'est normal, les revers. Donc là, il réapprend à marcher de plus en plus, mais comme vous allez le voir, il ne plie pas le genou encore. Et là, c'est la section la plus cruciale de toute cette vidéo. Peut-être même de toute la chaîne. De toute la chaîne? De toute la chaîne. Cette section est cruciale. Méditez là-dessus. Moi, j'appelle ça, depuis le début de la chaîne, j'appelle ça, je n'avais pas lu ce livre, j'appelle ça sauter dans l'eau, sauter dans la piscine. Réfléchissez à ce passage. Et là, après, on va en discuter. On va même discuter de musique. J'acquiesçai d'un signe de tête. Pourquoi marchez-vous comme si vous n'aviez pas de genoux? Continua-t-il. En partie par habitude. Vous marchiez comme ça quand vous aviez le plâtre, mais en partie aussi, je pense, parce que vous avez oublié votre genou. Et vous ne pouvez imaginer ce que c'est de vous en servir. Je sais, dis-je, je m'en rends compte, mais je n'arrive pas à m'en servir de façon délibérée. Chaque fois que j'essaie, ça ne va pas. J'ai une drôle d'impression et je trébuche. Il réfléchit un instant, puis continua. Qu'aimez-vous faire? Ça, c'est toujours la question à se poser dans le processus. Qu'aimez-vous faire? Que faites-vous très naturellement? Quelle est votre activité physique préférée? Posez-vous cette question. Nager, répondis-je sans hésiter. Bon, j'ai une idée. Il avait un petit sourire, un peu malicieux. Je pense que le mieux pour vous, c'est d'aller nager. Vous m'excusez une minute, je dois passer un coup de fil. Il revint rapidement avec un grand sourire cette fois. Un taxi sera là dans 5 minutes, dit-il. Il vous conduira à une piscine. Je vous vois demain à la même heure. Le taxi me conduisit au Seymour Hall Baths. Je louai une serviette et un maillot de bain et me dirigeai en tremblant vers le bassin. Un jeune surveillant se trouvait là, allongé près du plongeoir. Il me regardait d'un air perplexe. « Mais qu'est-ce qu'il y a? » On m'a dit que je devais nager. Un médecin me l'a dit, mais je suis estropié. J'ai été opéré. J'ai une cicatrice. Le surveillant se leva lentement, nonchalamment, se pencha vers moi et dit soudain « Allez, on fait la course. » Au même moment, il prit ma canne de sa main droite et me poussa dans l'eau de la gauche. Il l'a poussé dans l'eau. Avant même d'avoir compris ce qui m'arrivait, j'étais éberlué dans l'eau. L'attitude impertinente et provocante du surveillant fit immédiatement son effet. Je suis un bon nageur, je nage naturellement, en fait, depuis ma plus tendre enfance. Mon père, qui était champion de natation, nous avait mis à l'eau dès l'âge de 6 mois, quand nager est encore instinctif et ne requiert aucun apprentissage. Je me sentis défié par le surveillant. Bon sang, j'allais lui montrer de quel bois je me chauffe. Pour me provoquer, il resta juste un peu devant moi, mais je continuais à crawler à bonne allure sur 4 longueurs olympiques et ne m'arrêtai que lorsqu'il hurla
Assez! En sortant de la piscine, je constatai que je marchais normalement. Ah! Marchais normalement. Mon genou fonctionnait de nouveau. Il était complètement revenu. Le lendemain, quand je vis le docteur WR, il éclata de rire et dit « Superbe ». Il me demanda quelques détails et se mit à rire de plus belle en m'écoutant raconter comment les choses s'étaient passées. « Brave type, dit-il, il a très bien fait. » Je réalisai alors que toute la scène, tout le scénario avait entièrement été monté par lui, c'était son idée, il avait expliqué aux surveillants exactement ce qu'il devait faire. J'éclatais de rire à mon tour. Alors, ce bon vieux truc, continua-t-il, il marche toujours. Ce qu'il faut, c'est de la spontanéité, être amené à agir par la ruse. Et vous savez, dit-il en se penchant en avant, c'est la même chose avec un chien. Un chien? Répétai-je en clignant bêtement des yeux. Oui, un chien, répondit-il. Il est arrivé la même chose à ma chienne. Un Yorkshire Terrier, une adorable petite bête. Elle s'était cassée la patte. Je la lui ai plâtrée. Et elle a parfaitement guéri. Je sais à ça, parfaitement guéri. Mais après, elle ne trottinait plus que sur 3 pattes. Elle se passait de la 4e. Elle ne savait plus s'en servir. J'ai laissé passer 2 mois, mais elle ne marchait toujours pas correctement. Je me suis alors décidé à l'amener à Bognor, au bord de la mer. J'ai pataugé dans l'eau, ce pauvre petit animal sous le bras, aussi loin que j'ai pu, et quand l'eau a été suffisamment profonde, je l'y ai jeté et l'ai laissé revenir au bord à la nage. Faites la même chose avec le chien. Elle est revenue en pagayant avec énergie, tout à fait symétriquement, et arrivée sur la plage, elle trottinait sans problème sur ses 4 pattes. C'est la même thérapie qu'avec vous, la surprise, la spontanéité suscitée d'une manière ou d'une autre, une action naturelle. Une action naturelle. Ça marche pour les chiens, ça marche pour les humains, devrait-on dire. Ça nage et ça marche. Ha! Cette histoire me ravit. Le docteur WR me ravissait aussi. Cela me plut assez d'être comparé à un chien. Je préférais ça que d'être considéré comme un cas unique. Hein? Ah, moi, je suis un cas unique, je suis un cas spécial. Ça marche pour les chiens. Son récit permettait de comprendre la nature élémentaire simple de l'esprit et du mouvement de l'animal. Et ce que pouvait être la spontanéité, la musicalité et la vivacité. La spontanéité, c'était bien ça. Mais comment susciter la spontanéité? Il y avait là une contradiction dans les termes. Oui, c'est un paradoxe. En fait, c'était un peu plus clair. Toute la théorie et la pratique de WR reposaient sur la spontanéité, le jeu, l'espièglerie. Il s'agissait de trouver une activité qui soit à la fois naturelle et significative, d'exprimer une volonté qui soit à la fois un plaisir et une joie. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? La thérapie de WR était essentiellement scottienne, ce que Don Scott appelait « condelectari sibi ». Il était arrivé intuitivement à l'idée que toute fonction est ancrée dans l'action et qu'agir est donc la clé de toute thérapie, qu'elle soit fondée sur le jeu ou qu'elle soit au contraire sérieuse ou encore impulsive, spontanée, musicale, théâtrale. Un seul élément était fondamental, l'action. L'action. Le lendemain, je me rendis à la piscine de mon quartier à Kilburn, celle où mon père m'avait jeté 40 ans plus tôt. Il l'avait jeté dans l'eau. Et ce fut un grand plaisir de nager, un tel délice que j'aurais pu continuer éternellement, car lorsqu'agir est un bonheur et non un travail, il n'y a plus ni surmenage, ni épuisement, mais seulement du plaisir et de la détente. Je finis tout de même par quitter la piscine. Je n'étais pas fatigué, mais détendu. En sortant, je vis le bus que je voulais prendre disparaître au coin de la rue. Sans réfléchir. Réfléchissez à ça. Sans réfléchir, réagissant immédiatement, je me mis à courir derrière, le rattraper, sauter sur le marchepied et monter les escaliers en courant. C'était 2 victoires de plus pour Scott. Je ne savais pas que je pouvais courir et sauter. Et si j'avais délibérément essayé, j'aurais tout simplement échoué. Arrêtez de penser.
Agissez. Le matin même, je me disais, plein de mélancolie, « Tu peux marcher, mon vieux, mais tu n'arriveras plus jamais à courir ni à sauter. » Ça, c'est dans votre tête. Vous manquez d'imagination. Agissez. Le vendredi soir, je me rendis en profane au dancing de Cricklewood. J'observais avec délice les danseurs, alors que 5 semaines plus tôt, je me détournais plein d'amertume et de haine des jeunes footballeurs qui jouaient à Highgate. L'envie de danser commença à me démanger moi aussi. Mais je n'aurais jamais osé, moi, un homme d'un certain âge, qu'on venait de déplâtrer, si un groupe de danseurs ne m'avait pas pris par le bras et entraîné joyeusement à son rythme. Cette fois encore, je n'eus pas besoin de penser, ni de prendre des décisions, je fus simplement pris dans un joyeux mouvement. J'agis naturellement, ut natura, avant même d'avoir le temps de me rendre compte de ce qui m'arrivait. Et là, mon téléphone m'informe que je vais bientôt manquer de batterie, donc on va conclure. On va prendre une gorgée, on va conclure. C'est une longue vidéo. Quelle est la conclusion? Spontanéité, musicalité. Est-ce que vous dansez? Moi, je danse parfois. Je danse en écoutant ces temps-ci une chanson intitulée Closing Time de Leonard Cohen et je me mets à danser. Des fois, les gens me regardent étrangement dans le parc et je m'en fous. Je danse. Donc, je ne veux pas inclure de musique dans cette vidéo parce qu'il y a des droits d'auteur et là, YouTube me dit copyright. On a exploré 2 pièces dans cette vidéo. Concerto pour la main gauche de Ravel, plus difficile d'accès. Concerto pour violon de Mendelssohn, je l'ai écouté récemment, c'est vivifiant. Peut-être que ce n'est pas votre style de musique. Et là, trouvez votre propre style, mais c'est ça que je voulais explorer pour la conclusion de cette vidéo. Initialement, Oliver Sacks disait « Ah oui, Mendelssohn, je trouve ça un peu léger. » Mais les circonstances l'ont poussé. Il était pris dans un sens avec cette pièce. Et là, cette pièce est devenue hautement significative pour lui. J'ai longtemps médité là-dessus. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai écouté des pièces que je n'appréciais pas initialement. On va prendre un seul exemple, le Requiem de Brahms. Johannes Brahms. Il y a des gens en qui j'avais confiance, qui me disaient « c'est un chef-d'œuvre musical ». Mais initialement, je ne pouvais apprécier. J'appréciais le mouvement numéro 2, qui est plus facile d'accès, mais après ça, je me perdais. C'était long, c'était pénible. Mais j'ai fait confiance au processus. Il y a des gens qui m'ont dit « fais-moi confiance, c'est génial si tu y portes assez d'attention ». Et donc, je l'ai écouté, je l'ai réécouté 50, 60, 70 fois. Et là, un jour, lumière. Éclair de génie, j'ai compris. Mon Dieu, le Requiem de Brahms est génial. Génial. Parce que j'ai fait la même chose qu'Oliver Sacks. J'étais pris avec cette pièce. Je l'ai faite volontairement. Et une fois qu'on entend le génie, il y a un biais cognitif qui s'installe. On a de la difficulté à s'imaginer qu'il y a un temps où on ne comprenait pas le génie de la pièce. Mais non, dès la première écoute, j'ai compris le génie du Requiem de Brahms. Non, rappelle-toi, Simon. Au début, je trouvais ça long et pénible. Donc pour moi, ça, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un parallèle avec le processus. Des fois, je parle du reconditionnement de la douleur aux gens, et là, ils disent, ils explorent le matériel. Ils disent, non, je ne raisonne pas avec Sarno, je ne raisonne pas avec Schubiner, je ne raisonne pas avec Gordon, je ne raisonne pas avec Tyler Murta, Jim Prusak et Dan Buglio. Et ce que je peux vous dire, moi, c'est que ce mot commence à m'énerver un peu, raisonner. Moi non, c'est un mot très musical. Moi non plus, je ne raisonnais pas au début avec ces choses. Je ne sais pas si j'ai déjà lancé le livre de Sarno, comme certaines personnes, mais je ne l'ai peut-être pas lancé en geste, mais dans mon esprit, je l'ai lancé à l'autre bout de la pièce. Je ne raisonnais pas avec tout ça, mais tout comme
Oliver Sacks qui est pris dans la pièce et là, il n'a qu'une pièce de musique. Moi, j'étais pris dans une pièce et je n'avais plus aucune autre option que le reconditionnement de la douleur. Et là, tout comme avec le Requiem de Brahms, j'ai appris à apprécier. Non, je ne raisonnais pas avec Sarno au début. Et sur YouTube, non, je ne raisonnais pas avec Towner Murta au début. Il me disait d'être indifférent aux symptômes et j'étais outré. Outré! Comment tu veux que je sois indifférent aux symptômes? J'ai mal 9 sur 10. Avais-tu mal 9 sur 10? Et là, il me dit, oui, moi aussi, j'avais mal 9 sur 10. Comme, oh, OK, wow. Et là, tout comme avec le Requiem de Brahms, j'ai écouté et réécouté. Et l'éclair de génie s'est allumé. Le moment AA, j'ai compris le génie du reconditionnement de la douleur. Donc, je voulais faire un parallèle musical pour terminer. Le Requiem de Brahms est un peu sombre. Hein? Peut-être que vous préférez la musique légère de Mendelssohn. Là, c'est trouver votre propre musique, mais on peut apprendre à apprécier quelque chose. On n'a pas besoin d'écouter seulement les choses qu'on apprécie initialement. Il y a des goûts qui se développent et c'est une grande métaphore, ça, du reconditionnement de la douleur. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Mais dans un sens aussi, oui, il faut trouver ce qui résonne en nous, au plus profond de nous-mêmes. Cette musique qui nous fait danser. Est-ce que vous dansez? Moi, je danse fréquemment. En écoutant Closing Time de Leonard Cohen. Pas beaucoup de gens qui dansent là-dessus. Ça, c'est les goûts, oui, en effet. Mais ça résonne en moi. Je n'ai pas vraiment eu à apprendre à apprécier Leonard Cohen. J'ai toujours apprécié. Mais il y a certaines choses dans la vie où, oui, il faut s'asseoir, il faut écouter, réécouter. Et là, soudain, l'éclair de génie, j'ai compris. Et à ce moment-là, je vais finir avec ceci. On a ce qui s'appelle en anglais « the curse of knowledge », la malédiction du savoir. Moi, j'ai eu le même emploi pendant longtemps. Il fallait que j'entraîne des gens à faire l'emploi. Et des fois, je perdais patience. C'est voyons, me semble, moi, je comprenais plus vite que ça. C'est long pour eux à comprendre. Et là, tout comme avec Brahms, il a fallu que je me remette au début. Non, Simon, rappelle-toi, ça a été long. Ça a été difficile pour toi à apprendre. Ah oui, c'est vrai. Là, je me remets comme ça au début. C'est une grande leçon pour la musique, pour le travail et pour le reconditionnement de la douleur. Aller contre le biais cognitif, la malédiction de la connaissance. J'essaie de me mettre à votre place. J'essaie de me rappeler ce que c'était. Et je crois que tout le matériel qu'on a exploré m'aurait grandement aidé. J'espère que cette longue vidéo a été utile. J'espère qu'elle peut vous aider. Moi, elle m'aurait aidé énormément. Retrouver la musicalité de la vie, du mouvement. Retrouver la spontanéité. L'action.